Salut les amis, bienvenue sur le Carb Frenchy, la chaîne sur l'alimentation cétogène et le sport. Donc si vous me suivez sur Instagram et si vous suivez mes stories, vous savez sans doute que je participe le 1er décembre au marathon de Valence et que c'est un gros défi pour moi, que là je suis en pleine prépa parce qu'il me reste 2 mois et demi de prépa avant le grand objectif. D'ailleurs j'en profite pour vous demander de me suivre sur Instagram car je vous rappelle qu'une personne de plus qui me suit sur Instagram, c'est un keto de plus dans le monde. Donc s'il vous plaît, faites une bonne action, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez-moi un petit commentaire, un like, un pouce bleu, la totale. Donc comme ça c'est fait et maintenant on va pouvoir parler un petit peu. Donc voilà, l'objectif pour moi c'est de faire ce marathon en suivant l'alimentation cétogène. Je vous rappelle que ça fait 3 ans que je suis l'alimentation cétogène et que en ce moment je suis persuadé qu'elle va m'être vraiment d'un grand aide pour cette compétition. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que l'alimentation cétogène, je vous rappelle qu'il y a un article sur mon site internet à ce sujet. Je vous mets le lien en description juste en dessous. Mais en gros, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation où on va couper complètement les glucides et les sucres pour les réduire à moins de 5% du total calorique. Par contre, on va manger beaucoup de matières grasses. Environ 80% des calories qu'on va consommer seront en matières grasses. Le principe, c'est que le corps, à partir de ce moment-là, va utiliser ces matières grasses comme source d'énergie et non ces glucides. Et c'est là que vous allez me dire que vous avez lu dans tous les sites internet et dans tous les livres, que vous avez entendu dans toutes les vidéos, que pour courir vite et pour courir longtemps, il faut manger des pâtes et des pâtes. Vous pouvez aussi manger du riz ou manger des pommes, c'est un peu les autres options qu'il y a. Je pensais ça aussi à l'époque. Donc moi j'ai commencé à courir il y a environ 4 à 5 ans. Avant ça, j'ai fait 8 ans de foot, après j'ai fait 2 ans de VTT, après j'ai eu une période de disette sportive pendant 5 ans où j'ai pas fait de sport du tout pendant mes années étudiantes. Et du jour au lendemain, j'ai repris le sport parce que j'ai fait un stage au fin fond de la Bretagne. Juste avant de partir, j'ai mis mes baskets dans mon sac à dos et je me suis dit bon bah là t'as rien à faire, t'es au fin fond de la Bretagne, tu connais personne, donc prends tes baskets et va courir quoi. Donc ça faisait longtemps que j'avais envie de courir parce que dans ma famille il y avait pas mal de gens qui s'étaient mis à la course à pied. J'avais envie de courir et je m'étais dit bon allez c'est le prétexte pour courir. Donc en fait quasiment du jour au lendemain, je suis passé de aucun sport, 5 ans sans sport, à 4 séances de sport par semaine. Donc mes débuts en course à pied, ma première séance, au bout de 5 minutes, j'avais les bras sur les genoux, j'étais écroulé par terre, j'arrivais pas à avancer. Donc je m'étais dit c'est pas possible, j'ai attendu quelques minutes, je suis reparti et là j'étais allongé par terre au bout de 30 secondes. Et là j'ai compris que la course à pied c'était hyper difficile et que ça allait pas être évident. Donc tout ça pour vous dire que vous voyez peut-être quelques performances qui sont assez sympas que je fais en ce moment, mais je suis vraiment parti du niveau 0 et tout ça pour vous dire que faut pas lâcher et qu'il n'y a que l'entraînement et la passion qui fait que vous allez faire des performances. Donc après ces déboires lors de ma première séance de course à pied en Bretagne, je me suis dit c'est pas possible, tu mérites mieux que ça, t'es meilleur que ça, et c'est là que je me suis dit continue et n'abandonne pas. Donc en fait j'ai un grand défaut dans mon caractère, c'est que je fais les choses à fond, mais vraiment beaucoup trop à fond. Tout le monde me dit que je suis beaucoup trop excessif, mais je pense que c'est un défaut et que c'est à la fois ma force. Donc après ces déboires de ma première séance de course à pied, j'ai repris, donc le lendemain j'ai recommencé, le surlendemain j'ai recommencé, donc là j'ai commencé à courir 4-5 fois par semaine du jour au lendemain. Donc j'ai commencé à m'améliorer. Au début je faisais des séances de 10, 15, 20 minutes et je me suis dit c'est pas possible, il faut courir plus longtemps, il faut courir plus vite. Donc j'allais tout le temps à fond. Et ma plus grande satisfaction en course à pied, ça n'a pas été mes records sur 5, sur 10, sur 20 km, mais ça a été la première fois où j'ai réussi à courir 10 km sans m'arrêter. Ça a été une immense fierté. Donc après j'ai continué à courir, j'habitais à Grenoble. Quelques temps plus tard je me suis aperçu qu'on pouvait faire du trail, qu'on pouvait courir en montagne et là je me suis vraiment pas arrêté et c'est là que la passion pour la course à pied a commencé. Donc après j'ai commencé à faire des compètes, j'ai fait un premier 10 km au bout d'environ 6 mois de course à pied que j'ai fait en 43-30 environ. Plutôt content de moi, j'étais parti un peu au pif sans vraiment savoir où j'allais. Et ensuite j'ai continué les compètes et là je suis rapidement arrivé à un premier palier qui a été 37-30 sur 10 km au bout d'un an et demi de course à pied. Donc le fait de commencer la course à pied, ça m'a fait comprendre plein de choses sur le corps, sur comment ça fonctionnait. Et c'est là où j'ai commencé à me poser plein de questions sur l'alimentation puisque j'avais compris que pour courir rapidement, pour courir longtemps, il fallait s'alimenter sainement. Et c'est là que j'ai un peu abandonné mon régime étudiant de pâte à la crème pour apprendre et lire plein de choses sur l'alimentation du sportif. Et j'ai découvert que quand on était sportif, il fallait abandonner à tout prix les graisses puisque si vous allez dans tous les articles sur l'alimentation de sport, vous allez lire à aucun moment qu'il faut manger des graisses. Ils vont vous dire qu'il faut manger énormément de glucides à tous les repas, avant, pendant, après la séance, qu'il faut manger des protéines
protéines maigres, donc c'est-à-dire du poulet, du blanc d'Inde, du fromage blanc à 0%, mais on va jamais vous dire qu'il faut manger des lipides. Donc là, j'ai commencé à manger ce que je pensais sainement, c'est-à-dire à virer le beurre de mon placard, à virer le plus possible l'huile d'olive et toutes les graisses, à manger des pâtes, du riz blanc, des flocons d'avoine au petit déjeuner. J'avais jamais goûté de flocons d'avoine au petit déjeuner parce que moi je mangeais des biscottes avec du beurre, de la confiture, parce que je me posais pas vraiment ces questions. J'ai abandonné le beurre, j'ai abandonné la confiture parce que j'avais quand même lu que le sucre raffiné c'était pas bien, mais je m'alimentais à fond de flocons d'avoine, de pâtes, de riz. Et donc là j'ai commencé à aller dans les magasins bio, à faire maison, donc ça c'était plutôt pas mal. J'ai commencé à faire mes barres de céréales maison pour le sport, donc là je lisais encore beaucoup d'articles sur le sport, j'étais persuadé de faire les bons choix pour courir vite et longtemps. Donc voilà, tout allait à peu près bien, je m'améliorais en sport, je prenais du plaisir dans mes entraînements, c'était chouette, je faisais pas mal de courses à pied, je faisais pas mal de vélo, et en fait sans m'en rendre compte, j'ai eu quelques soucis, quelques énormes fringales lors de mes entraînements, mais je pensais que c'était normal. Par exemple, une fois j'étais parti en vélo, monter dans le Vercors, donc un massif de montagne qui est juste à côté de Grenoble, donc là j'étais parti sans argent et sans nourriture parce que je m'étais dit c'est une petite sortie tranquille, sauf qu'après mes 1500 mètres de dénivelé positif, je me suis retrouvé tremblant à plus pouvoir tenir mon vélo, complètement écroulé par terre, sauf que j'avais pas d'argent, pas de bouffe, donc je me suis demandé ce que je devais faire. Donc c'est à ce moment-là que je suis allé dans un bar demander du sucre, et c'était le seul moyen pour moi de repartir tant bien que mal pour redescendre et me retrouver chez moi. Et donc ça a été vraiment une expérience horrible. C'est une expérience qui s'est renouvelée à plusieurs moments, puisqu'à ce moment-là je finissais ma vie étudiante, c'était mes derniers 2 mois d'été de vacances, donc là j'en ai profité, je faisais du sport tous les jours à fond, donc du trail, beaucoup de vélo, de la natation, donc je faisais tous les jours 4-5 heures de trail, tous les jours 5-6 heures de vélo, donc 100-150 km. Je profitais de la vie, c'était vraiment génial, j'étais en vacances, je profitais et tout, sauf que j'avais encore d'énormes fringales, mais je pensais encore une fois que c'était normal de faire du sport, d'avoir des fringales, de devoir se gaver de sucre toutes les demi-heures et de devoir défoncer les boulangeries, puisque je m'arrêtais en vélo toutes les heures dans les boulangeries, je mangeais énormément de viennoiseries, de pain, de sandwich, des canettes de coca. J'ai un souvenir une fois avoir acheté genre 4 viennoiseries parce que j'avais tellement besoin de manger, parce que je tenais plus sur mon vélo, j'étais obligé de manger pour avancer. Donc voilà, je pensais que c'était ça le sport, qu'il fallait manger beaucoup de glucides, qu'on allait avoir des fringales, que si on mangeait pas toutes les 30 minutes, on n'avançait plus, mais que si on mangeait, et ben tout allait bien. Entre temps, ce que je vous ai pas trop dit, c'est que je m'intéressais pas mal aux alimentations végétariennes et végétaliennes, puisque quand on s'intéresse à l'alimentation, on lit tout de suite que pour la planète et pour la santé, il faut devenir végétarien, voire végétalien, flexitarien, etc. J'avais lu l'excellent livre de Scott Jurek qui s'appelle Eat and Run. Donc Scott Jurek, c'est une légende de l'ultra trail, il a gagné tous les trails, il a battu tous les records dans tous les trails aux États-Unis surtout, avec un régime vegan. Donc je m'étais dit bon ben tu peux être vegan, tu dois être vegan et tu vas gagner en performance et ça va être bien pour ta santé et tout. J'ai eu 6 mois, 1 an presque végétarien, flexitarien, je mangeais presque plus de viande, je mangeais beaucoup de tofu, etc. Donc voilà, comme je vous disais, moi j'adore lire tous les livres à un sujet quand je commence, j'aime bien tout fouiller, j'aime bien poser plein de questions. Donc voilà, aux éditions Guérin, j'avais acheté le livre Born to Run de Christopher McDougall, et ça c'est un livre qui a vraiment changé ma vision de la course à pied et changé ma façon de courir, puisqu'il milite pour la course à pied minimaliste, c'est-à-dire avec des chaussures minimalistes, voire la course à pied pieds nus. Donc là j'ai fait une transition minimaliste et au fur et à mesure j'ai commencé à courir avec des chaussures minimalistes, voire pieds nus. Donc ça m'a pris à peu près 1 an ou 2 pour changer ma façon de courir, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc ayant adoré ce livre de Christopher McDougall, j'ai acheté le livre qu'il avait sorti juste après, qui s'appelait Tous des héros. Donc voilà, un livre sur l'alimentation et un livre sur le sport, donc où il parle d'entraînement sportif naturel, de foulée naturelle encore une fois. Et c'est là que à la fin du livre, il commençait à parler de ce qu'il s'appelait l'alimentation cétogène, mais je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc en gros, il expliquait qu'il y avait des personnes, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et des résistants sur l'île de Crète, qui avaient découvert des facultés complètement oubliées de l'être humain, qui leur permettaient de courir 2-3 jours d'affilée sans rien avaler. Donc autant vous dire que moi, qui mangeais mes barres de céréales toutes les demi-heures pour pas tomber en vélo, quand je disais qu'on pouvait courir 3 jours d'affilée sans rien avaler et en faisant des performances complètement incroyables sur des chemins escarpés sur l'île de Crète lors de la Seconde Guerre mondiale, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit bah attends, c'est pas possible, moi je mange toutes les 30 minutes et je tombe, j'arrive plus à pédaler. Lui il court 2 jours, 3 jours d'affilée, il mange rien. Donc encore une fois, gros défaut, je dois tout tenter, je dois tout essayer. Dès qu'il y a un truc, je me dis bah faut que j'essaye, mais en même temps je pars du principe qu'il faut pas mourir bête. Donc voilà, je savais pas du tout comment on appelait cette alimentation, je savais pas du tout ce que c'était, ce qu'il fallait faire, mais j'avais lu qu'il fallait manger beaucoup de graisse, peu de glucides, mais à l'époque je savais pas vraiment ce que c'était que les glucides, ce que c'était que les lipides, les protéines. Mais je me suis lancé complètement au hasard, faire plein d'erreurs, à manger un peu n'importe quoi. J'avais remplacé mes pâtes par des wraps de blé, je pensais que c'était mieux. Bon bref, je
vous raconterai ça dans une deuxième vidéo parce que c'est pas du tout l'objet du jour. L'objet du jour, comme je vous disais, c'est mon inscription pour le marathon de Valence qui est le 1er décembre, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 mois, voire dans 2 mois et demi. Voilà, je me suis inscrit au marathon de Valence. Comme je vous disais, ça fait 3 ans que je suis l'alimentation cétogène et en 3 ans, j'ai pu découvrir que mon corps s'adaptait de plus en plus pour faire des performances sportives qui sont assez intéressantes sur du long, sur des trails de 62 km, sur des trails de 45 km en montagne avec 3000 mètres de dénivelé. J'ai fini à une 20e place en 7h40, c'était dans le Mercantour il y a un peu plus de 2 ans. J'ai fait des courses de vélo de 150-160 km que j'ai fini à 30 km/h sans rien avaler, mais juste de l'eau. C'était les courses de l'Hilar de l'eau dont je participe tous les ans. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut faire du long, on peut faire du court, on peut faire de l'intense, on peut faire des efforts doux en alimentation cétogène sans avaler 1 gramme de glucides. Bon non, j'exagère, en avalant environ 20 grammes de glucides seulement par jour. Donc tous les gens qui me disent il faut manger des pâtes et tout, c'est complètement faux. J'ai mis du temps pour m'en rendre compte parce qu'il faut laisser le temps au corps pour s'adapter. Mais une fois qu'il est bien adapté, une fois qu'on a complètement coupé le sucre, le corps puise dans ses ressources de graisse comme énergie et je peux vous garantir que les ressources sont absolument illimitées et c'est ça qui va vous permettre de faire du sport pendant 5-10 heures en buvant uniquement de l'eau et ça c'est complètement incroyable. Moi ça fait 2-3 ans que je fais du sport à intensité assez élevée, à dose assez élevée et je ne sais plus ce que c'est que les grosses fringales. Donc ça c'est complètement déstabilisant parce que à la limite avec le temps je sais plus du tout ce que c'est et à la limite j'ai oublié que ça existait. Donc je me rends presque plus compte que quels sont les bénéfices parce qu'ils font vraiment partie de mon quotidien. Bon bref, j'arrête de divaguer parce que je divague absolument tout le temps. Mon expérience sur marathon. J'ai fait un marathon à Paris, c'était en avril 2017 en sachant que j'avais commencé l'alimentation cétogène à l'été 2016. Donc en gros, je mangeais keto depuis environ 6 mois, même si pendant les 3 premiers mois, pour moi ça compte pas parce que je faisais absolument n'importe quoi. Je pense pas que j'étais adapté, mais j'en reviens plus trop. Mais en gros, je considère que j'étais keto depuis environ 3 mois avant le marathon de Paris. Et le marathon de Paris 2017, ça a été ma pire expérience sportive. Je vous explique pourquoi. J'étais parti bille en tête pour faire moins de 3 heures parce que c'est une barrière assez belle symboliquement. Et par rapport à mes temps sur 10 km et sur semi-marathon, j'avais, semble-t-il, le potentiel pour faire moins de 3 heures puisque si on lisait les tableaux sur tous les sites internet, quand on fait 37-30 au 10, quand on fait une 24-20 ou une 24-40 au semi-marathon, théoriquement, on peut faire moins de 3 heures au marathon. Donc comme je vous disais, j'étais pas du tout adapté parce que ça faisait vraiment pas assez longtemps que j'étais en alimentation cétogène. Également, je m'étais inscrit au marathon de Paris alors que j'étais blessé, mais je m'étais dit que le fait de m'inscrire sur internet alors que j'étais blessé, ça allait me permettre de me remettre à la course à pied plus vite, mais ça c'était vraiment n'importe quoi. Donc je m'étais remis à la course à pied seulement 3 mois avant le marathon. Donc on dit que des prépas marathon c'est 3 mois, mais il faut avoir fait des bornes pendant l'année qui suit, sinon ça mène à rien. Également, donc je m'entraînais vraiment pas assez et puis mes premières séances à allure marathon, je faisais 5 fois 1000 et j'étais vraiment les mains sur les genoux, donc c'était vraiment assez apocalyptique. Donc pendant ma prépa marathon, je me suis pas remis dans mes entraînements, mais je pense que je faisais 40-50 km par semaine, donc c'est vraiment pas assez. Et puis donc comme je vous disais, pas assez de prépa, pas adapté depuis assez longtemps en alimentation cétogène. Ça c'était déjà 2 facteurs qui auraient dû me faire dire que j'allais jamais tenir l'allure. En plus mes séances étaient assez dures, donc j'aurais dû sentir que j'allais jamais pouvoir tenir l'allure au jour J. En plus de ça, la dernière semaine, une hécatombe totale, j'avais 2 soirées au boulot. Il me semble que c'était le mercredi et le jeudi soir, donc je me suis couché hyper tard, j'ai pas dormi pendant ces 2 soirées parce que je me suis couché genre à 3h du mat pour reprendre le boulot le matin. Et en plus de ça, donc c'était des soirées de boulot, des séminaires où là je m'étais gavé de macarons, gavé de sucreries parce que au début de l'alimentation cétogène, je vous en parlerai dans une autre vidéo, j'avais vraiment du mal à m'empêcher de manger des sucreries, surtout que je travaille dans l'alimentaire comme je vous rappelle. Donc j'étais souvent nez à nez avec des macarons hyper bons, donc quand je me disais bon j'en mange qu'un pour le goût et au final je tapais dedans, j'en mangeais 15 parce qu'il y avait les sucres qui me montaient au cerveau. Maintenant ça va mieux, franchement j'ai plus aucune envie de sucre, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc ça c'était ma dernière semaine juste avant le marathon, donc pas de sommeil, complètement désadapté en
alimentation cétogène. Donc je me suis retrouvé le vendredi et le samedi avant le marathon à me demander qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me mets 2 jours en alimentation cétogène et que je tente l'alimentation cétogène pour le marathon, ou est-ce que je me dis bon, je fais le marathon normal, je mange des pâtes et je me suis dit non, allez, pour l'exemple, je me remets en alimentation cétogène pendant 2 jours et j'espère que ça va le faire. Donc là, hyper mauvaise idée parce que pas du tout adapté. On tente quand même l'alimentation cétogène. Donc en gros, si mes souvenirs sont bons, mais ça remonte à plus de 2 ans, 2 ans et demi. Le soir du marathon de Paris, j'ai mangé une poêlée, carottes, courgettes avec 3 œufs, énormément de crème, énormément de beurre. Donc bon, ça à la limite, ça passe. À l'époque, je mangeais que ça presque comme légumes. Et je me suis réveillé le dimanche matin, 3-4 heures avant le marathon. Et là, grosse panique, je me suis dit, mais attends, il faut que tu manges parce que sinon tu vas jamais avoir assez d'énergie. Et je me suis dit, il faut que tu manges beaucoup parce que là, mec, tu vas jamais avoir d'énergie. Donc là, je me suis refait exactement le même repas. 3 œufs, plein de beurre, plein de crème, des courgettes, des carottes. Et là, grosse catastrophe. J'ai couru tout le marathon avec ça dans le bide, donc c'était vraiment une expérience abominable. Donc comme je vous disais, j'étais parti bille en tête pour faire 3 heures, c'était un peu mon rêve, passer sur la barrière de 3 heures. Donc je suis parti sur l'allure cible, donc c'est 4,16 au kilo pour faire 3 heures et passer au semi en 1h30. Donc dès le 5e kilomètre, j'étais antique, l'allure était intenable, mais je me suis mis bille en tête pour le faire en suivant les meneurs d'allure. Et au 20e kilomètre, j'ai explosé, donc je passe au semi en 1h30 comme prévu, mais j'avais explosé depuis tellement longtemps qu'au bout du 22e kilomètre, je marchais. J'avais plus de jambes, j'avais des bâtons à la place des jambes parce que j'avais pas mangé de sucre et le sucre c'était ma seule source d'énergie, donc j'avais les réserves d'énergie qui étaient vides et parce que j'étais parti beaucoup trop vite, mais avec l'expérience je me serais rendu compte que j'étais parti beaucoup trop vite, donc j'aurais ralenti l'allure, quitte à me dire tu vas faire 3h15 mais c'est quand même bien. Donc j'ai fini le marathon comme j'ai pu, j'ai mis 3h23, donc le deuxième semi en 1h53 en alternant course et marche. C'était les pires 20 km de ma vie, pire expérience de ma vie, donc j'ai plus voulu entendre parler de marathon pendant plus de 2 ans. Bref, entre temps je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, je sais pas quand parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, je parle un peu comme ça me vient, donc je suis désolé si mes idées sont pas forcément claires. Ensuite j'ai vraiment oublié le marathon, je me suis dit fais plus de marathon. J'avais déménagé de Grenoble pour arriver à Lille et donc j'avais abandonné le trail puisqu'à Lille c'est complètement plat, et là je me suis recentré sur la route, je me suis recentré sur du court, du 5 km, du 10 km parce que je courais avec un super groupe, avec un coach qui m'a vraiment beaucoup appris en course à pied. Mon année 2018 a été assez dure parce que j'ai eu une blessure, une périostite qui m'a empêché de courir pendant 3 mois. J'ai repris tranquillement à mon rythme, mais là les chronos étaient vraiment moyens, j'arrivais pas à les faire baisser, mais en même temps j'ai pas perdu espoir, j'ai continué à m'entraîner assez sérieusement. Donc à ce moment-là j'étais à environ 50-60 km par semaine il me semble. J'ai découvert la salle de sport, donc j'allais beaucoup à la salle de sport. J'essayais de varier au maximum les sports, faire pas mal de vélo, de la natation. Je découvrais plein de sports, je découvrais la muscu, donc là c'était vraiment une période assez intéressante pour moi. Je profitais même si mes chronos étaient pas terribles, je faisais du 38, je faisais du 39 sur 10 km, mais j'ai quand même pas perdu espoir. Ensuite en 2019 j'ai commencé l'année vraiment de façon assez incroyable puisque là j'ai vraiment augmenté mes distances en course à pied. Donc là je courais à peu près 70 km par semaine, je me suis recentré sur la course à pied, donc moins de vélo, moins de natation, moins de muscu, donc plus de course à pied, 5 à 6 séances, 70 km par semaine, 1 à 2 séances de renforcement musculaire et de PPG en salle de sport. Et là j'ai commencé vraiment à sentir que mon corps encaissait de plus en plus les kilomètres, les bi-quotidiens, donc soit 2 séances de course à pied dans la journée, soit course à pied le matin, muscu le soir. Donc là je commençais vraiment à profiter. Je me suis mis au cross, donc j'ai fait du cross à l'automne et ça m'a vraiment aidé. Le cross est hyper dur, on est dans la boue, on crache ses tripes, il y a du haut niveau parce que c'est que les mecs qui font de l'athlétique. Et là j'ai commencé vraiment à sentir que je pouvais battre mes records sur toutes les distances, et donc j'ai commencé par un 36,54 le 6 janvier à la prom classique, sachant que mon record datait d'1 an et demi avant et il était de 36,50. Donc pendant 1 an et demi, comme je vous disais, j'ai galéré et je me suis jamais approché de cette marque, mais même pas à 1 minute ou 1 minute 30 près. Donc là le 6 janvier ou le 8 janvier, je sais plus, 2018, prom classique, première course de la saison, première course de l'année, je fais 36,54, donc je suis à 4 secondes seulement de mon record, et là je me dis que ça sent bon. Donc là je continue à courir, je fais plus beaucoup de compètes jusqu'au printemps, et là au printemps je retourne à Nice pour un nouveau 10 km, et là une course assez délirante puisque je cours en chaussures minimalistes. Je vous montrerai, mais mes chaussures minimalistes c'est des chaussons qui sont hyper légers, des chaussons où il m'était arrivé plusieurs fois à l'entraînement de les perdre lors de mes séances de fractionnés. Donc là je m'étais dit faut pas que tu les perdes en course, donc prends le modèle neuf parce que c'est des choses
chaussures que je paye 25 €, donc j'en ai toujours 3 paires sur moi, mais une plus neuve. Je pars pour mes 10 km, pardon, et au bout de 3 km, je sens que ma chaussure est en train de me lâcher, donc je commence à perdre ma chaussure. Donc à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je la garde? Est-ce que ça va tenir toute la course? J'étais avec un super groupe, donc je me suis dit, il faut pas que je perde ce groupe parce que j'étais aux environs de 3,35 au kilo. À un moment donné, au 5e, je me dis, la laisse tomber ta chaussure, elle va pas tenir, donc enlève-la. Donc à ce moment-là, je me suis arrêté à côté d'un arbre, j'ai enlevé mes chaussures, je les ai posées à côté de l'arbre et je suis reparti en courant pieds nus. J'ai accéléré comme un fou pour rattraper mon groupe parce que je savais que c'était la seule solution pour que je fasse péter le chrono, donc de pas courir tout seul pour me laisser emmener par un groupe. Et donc là, à ce moment-là, je me suis retrouvé à faire le 10 km de Nice pieds nus. Donc là, pas mal de gens au bord de la route qui disent ah mais ta vie court pieds nus. Donc je surprends les gens, moi j'essaye d'oublier tout ça, j'essaie de me concentrer sur ma foulée, d'essayer de tenir mon allure même s'il avait plu, donc la route était trempée, c'est pas évident et tout. Et c'était une course à Nice où la fin était à côté du port avec pas mal de montées et descentes, c'était quand même dur. Mais je savais que j'étais quand même bien dans mon allure et qu'il fallait que je m'accroche pour terminer. Donc là, je termine au sprint avec un mec. Il y a des photos assez marrantes parce que on n'a pas du tout la même allure. Et d'ailleurs, je salue ce mec qui me suit sur Strava maintenant, qui m'a trouvé, je sais pas trop comment, mais c'était assez délirant. Et là, donc je sprint et je fais un 36-14. Donc là, j'explose de 35 secondes mon précédent RP qui était 36-50. Donc là, j'explose de joie. Je suis vraiment aux anges. Ça fait 1 an et demi que je m'étais pas approché de cette marque et là, j'explose de 35 secondes. Donc là, je suis vraiment aux anges. Et puis je retourne sur le parcours, aller chercher mes chaussures qui étaient restées au pied de l'arbre. Donc 2 semaines après mon record sur 10 km, je m'aligne sur un autre 10 km, mais là j'avais aucune pression, je m'étais reposé pendant 2 semaines. Je m'aligne juste comme ça en me disant bah ça va être que du plaisir et puis on verra bien ce qui se passe. Là il pleuvait des cordes, donc j'avais mis des vraies chaussures de course à pied parce que j'avais pas envie qu'il m'arrive la même aventure et que je les perde comme il m'était arrivé à Nice. Donc j'avais des vieilles chaussures de course à pied minimalistes, mais des chaussures plus classiques, genre des Puma zéro drop, assez légères, complètement trouées parce que je les mets quasiment plus. Bref, je m'aligne sur le 10 km, on part à une allure assez dingue parce que j'essaye de tenir un groupe de 5-6 coureurs. On part à 3,20 et ça c'est une allure que je pensais pas pouvoir tenir. Je regarde ma montre, je me dis putain mais j'arrive à la tenir 1, 2, 3 km. On passe aux 5 km en 17-28, donc là on avait un peu ralenti mais on était toujours en dessous des 3,30 et je me dis c'est pas possible, je tiens une allure que je pensais pas du tout tenir. Donc là le RP il est en danger, tu vas encore le faire baisser. Les 5 derniers kilomètres sont hyper durs parce que je me retrouve un peu tout seul parce que j'avais fait le yo-yo à essayer de rattraper le groupe mais qui allait trop vite. J'arrivais pas à le tenir donc je redescendais, j'essayais de le rattraper, je redescendais. J'ai compris qu'il fallait que je finisse tout seul mais je me suis accroché comme j'ai pu et au final j'ai fait 35-37, donc à nouveau j'ai fait descendre mon record de à peu près 35 secondes. Donc là c'est vraiment un truc de fou, j'étais vraiment aux anges et vraiment trop content quoi, parce que je me suis rendu compte que y aller sans pression, sans me dire il faut absolument que je batte mon record, ça m'avait permis de le battre et je pensais pas atteindre ce chrono à ce moment là quoi. Donc là trop content, j'avais battu mes records sur 10 km et il fallait bien que je m'attaque au semi-marathon. Donc quelques semaines plus tard, il me semble que c'était 2 semaines plus tard, je fais le semi de Falampin toujours dans le nord et là je partais pour faire 1h20 parce que symboliquement sous la barre des 1h20 c'est quand même sympa, donc ça fait une allure à 3,48. Je pars en 3,45 en me disant ça va me laisser de la marge, mais en fait c'était beaucoup trop rapide pour moi ou alors j'avais pas assez d'entraînement, je ne sais pas. Mais bref, je finis en 1h22 53 secondes, je bats mon record qui était d'1h24 et 20 secondes. Donc je bats quand même beaucoup mon record, enfin d'1 minute 30, donc j'étais encore hyper content et voilà. Donc l'année est vraiment magnifique, je bats mon record sur 5, sur 10, sur semi. Il me restait une distance, le fameux marathon. Le marathon que j'avais échoué lamentablement. Peut-être que l'année 2019 c'est l'année pour battre mon record sur marathon. Donc j'avais ça dans un petit coin de ma tête, mais bon c'était assez vague. Je me suis dit bah pourquoi pas, moi j'ai toujours besoin de nouveaux défis parce que j'aime pas trop la redondance. Et il s'est passé plein de choses qui m'ont amené à m'inscrire au marathon de Valence qui est le 1er décembre. La première chose, c'est que ma copine est actuellement en Erasmus à Valence, donc c'est en Espagne. Et deuxièmement, un apéro avec mes potes de course à pied, ils étaient tous en train d'expliquer qu'ils allaient faire le marathon de Valence. Donc là, je me suis dit, c'est le prétexte, inscris-toi au marathon de Valence. C'est le 1er décembre, tu vas pouvoir t'entraîner tout l'été et tout l'automne et le début de l'hiver. Donc profites-en, tu vas être tout seul à la part, donc tu auras du temps pour t'entraîner. Inscris-toi. Donc je m'inscris au marathon de Valence. Le lendemain, il n'y a plus de place, donc là c'est un signe, je me dis bah t'as trop de chance, profite à fond.
Donc là, on en vient à pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je pense que j'ai divagué et j'ai fait des digressions pendant à peu près une demi-heure, mais bref. Tout ça pour vous dire que je fais le marathon de Valence en mode cétogène, c'est-à-dire en mangeant aucun sucre, aucune pâte. Donc là, si je peux vous résumer mon entraînement, donc j'étais à environ 70-75 km par semaine depuis janvier. Je me suis dit que pendant 2 mois d'été, en juillet et en août, j'allais augmenter encore mon kilométrage. Donc là, je me suis approché des 80, 85, 90 km par semaine. Et donc ça, c'était mes 2 premiers mois de préparation. Donc une préparation qui doit durer 5 mois sans plan d'entraînement parce que je suis pas trop, c'est pas trop dans mon caractère de suivre un plan d'entraînement. Je préfère le faire à peu près au feeling, mais de façon quand même structurée et réfléchi. Donc mes 2 premiers mois d'entraînement, c'était faire du fond, pas forcément réfléchir à la vitesse, même si je faisais quand même des séances de fractionnés, mais pas forcément de séances spécifiques. Et là, on est dans mes 3 derniers mois de préparation. Et là, l'objectif, c'est de continuer à augmenter ces entraînements. Donc là, mes grosses semaines, je suis à 100 km environ de course à pied. Donc 100 km, c'est une barrière qui est assez symbolique et c'est pour ça que j'essaie de la faire, même si c'est à 100 mètres près. J'essaie de la faire chaque semaine et ça fait quand même plaisir, c'est assez valorisant. J'ai réduit mes séances de musculation à la salle de sport à 1 voire 2 séances par semaine, mais c'est plutôt 1. Et donc l'alimentation cétogène, ça me permet de faire mes séances sans absolument aucune baisse de régime, sans hypoglycémie. J'ai mon sucre dans le sang qui est absolument stable. Que je fasse du sport avant manger, que je fasse du sport à jeun le matin, que je fasse du sport le soir, j'ai absolument aucune baisse de régime, que je cours 5, 10, 20 km, que je fasse du fractionné hyper violent, que je fasse des séances tranquilles. Donc ça, c'est vraiment l'immense avantage que j'ai trouvé de l'alimentation cétogène. Après, à savoir si l'alimentation cétogène, ça améliore les performances, je répondrai peut-être dans une nouvelle vidéo si j'ai le temps d'en faire parce que j'annonce toujours des vidéos que je ne fais pas parce que j'ai pas le temps. Mais pour moi, l'alimentation cétogène, c'est pas ce qui fait améliorer les performances. Ce qui fait améliorer les performances, c'est l'entraînement et uniquement l'entraînement. Par contre, l'alimentation cétogène, ça vous offre un cadre et ça vous a des possibilités pour vous entraîner de façon intense sans vous occuper de ce que vous devez manger avant ou après entraînement. Je ne change absolument pas mon alimentation, que ce soit avant ou après le sport. J'avais fait une vidéo que je vous mets juste ici, ou en description, je ne sais pas, où je vous montrerai 7 jours de séances de sport et de repas, donc je vous encourage à la regarder si vous voulez voir plus de détails à ce niveau-là. Donc comme je vous disais, là, je suis à 2 mois et demi du marathon de Valence, donc mes entraînements et mes semaines, c'est quoi? C'est environ 100 km de course à pied par semaine. Vous pouvez voir toutes mes séances sur mon compte Strava. Et je vous mets une petite capture d'écran qui est en train de défiler juste ici, où vous voyez que mes semaines sont quand même bien remplies puisque je fais environ 8 séances de course à pied par semaine. Donc c'est soit une séance par jour, soit du bi-quotidien. Donc je fais pas mal de run taf, donc 1 à 2 fois par semaine. Ça veut dire que je fais l'aller-retour au boulot. Ça me fait 2 fois 13 km dans la journée. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça me fait des kilomètres assez faciles parce que je suis obligé de les faire. Ça me fait 26 km dans la journée, donc c'est cool. Et donc pendant ces 8 séances, je mets 2 séances de fractionné environ. Donc a priori le mardi, c'est une séance de fractionné court. Donc c'est des intervalles qui sont de 400, 200, 800 km, des 10 fois 30-30, des 10 fois 1 minute. Donc ça, c'est des séances classiques du course à pied. Si vous êtes allé dans le course à pied, vous les connaissez par cœur. Des séances sur piste, donc les tours de stade, on connaît les 400, les 800, les 1000, les 2000. Donc ça, c'est du seuil, c'est difficile, mais il faut les faire. Le week-end, je me fais des séances plus longues avec des allures qui sont plus sur du 10, sur du 15 km, donc des 3 fois 10 minutes par exemple. Je restais sur ces 2 séances de fractionné dans la semaine et je me rendais compte que j'arrivais à les faire malgré l'augmentation des kilomètres, donc ça c'était cool. Et là, depuis quelques temps, je rajoute à ces 2 séances de fractionné une séance d'allure spécifique, allure marathon. Donc l'allure marathon, j'ai commencé en la faisant sur des intervalles de 2 à 3 km, donc je fais du 2 fois 3 km, du 3 fois 3 km. J'ai augmenté sur du 2 fois 5 km, donc c'est cool. Je me rends compte que je suis assez facile et bien plus facile que ma précédente prépa du marathon de Paris il y a 2 ans et demi. Donc ça me fait 2 semaines bien chargées, je m'entraîne beaucoup, mais en même temps, j'ai du temps pour ça, donc j'en profite. Et j'ai l'impression que pour être à l'aise au marathon, il faut faire des bornes, il faut faire de l'allure spécifique, il faut faire des fractionnés plus rapides. Ça, c'est l'erreur que j'avais fait à Paris, c'est que je faisais beaucoup d'allure spécifique, mais je faisais pas d'allure plus rapide. Et je pense que ça m'a vraiment desservi. Donc mon allure spécifique marathon, je vous rappelle que j'aimerais bien faire moins de 3 heures. L'allure pour faire 3h00, c'est 4,15 ou 4,16 au kilo. Mais je me prends une marge de sécurité et je vais plutôt être aux environs de 4,12 au kilo pour passer en 1,28 au semi-marathon en pensant qu'avec la fatigue, je vais courir plus lentement le deuxième semi-marathon. Donc voilà, si tout va bien, je m'approcherai des 3 heures et c'est mon objectif et c'est une barrière qui est
assez belle. Bon les amis, je suis vraiment désolé parce que je voulais faire une vidéo uniquement sur ma prépa marathon de Valence, mais j'ai divagué. En même temps, je pense que c'était intéressant de vous parler de tout ça. N'hésitez pas à me lâcher un like, me lâcher un commentaire. Sur mon site internet Low Carb Frenchy, vous avez des recettes, vous avez des articles de fond sur l'alimentation cétogène. J'en ai plein en projet qui vont sortir dans les prochaines semaines. Donc je vous rappelle qu'à chaque nouvel abonné sur ma chaîne YouTube et à chaque nouvel abonné sur mon compte Instagram, une personne dans le monde se met à l'alimentation cétogène. C'est pour ça que c'est hyper important que vous le fassiez. Les amis, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sport et alimentation cétogène. Ciao!